Mardi 13 juin 2023, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, 492 millions d'euros, tel est le montant du financement du 11e FED mis en place pour la période 2014-2020 et mis en œuvre jusqu'en 2025 destiné à Madagascar à travers le PIN ou Programme indicatif national. Actuellement, le taux d'engagement du PIN du 11e FED est de 91,71% si le taux de décaissement est de 56,22%. Rodkissel Malal sur les images de Yves Chanel. 3 secteurs d'intervention sont privilégiés à travers le PIN, financés par le 11e FED pour la période 2014-2020 et continueront d'être mis en œuvre jusqu'en 2025. Au total, environ 492 millions d'euros sont alloués par l'Union européenne pour soutenir le développement de Madagascar. Ainsi, 142 millions d'euros sont destinés à la gouvernance et au renforcement des politiques publiques, 204 millions d'euros pour les infrastructures pour le développement économique, 132 millions d'euros pour le développement rural, 8 millions d'euros pour l'appui à la société civile, 4 millions d'euros pour le renforcement du système de l'ordonnateur national et 2 millions d'euros pour une facilitation de la coopération technique. Actuellement, le taux d'engagement du PIN, 11e FED, est de 91,71% et le taux de décaissement de 56,22%, explique Razuel Nairmandimbi, directeur du Bureau d'appui à la coopération extérieure auprès du ministère de l'économie et des finances. Par ailleurs, le FED touche à sa fin. La coopération entre l'Union européenne et Madagascar prendra de nouvelles formes. Nous passons à un autre instrument de coopération pour la période 2021 à 2027, un nouvel instrument qui s'appelle le NDICI, donc c'est la nouvelle réglementation européenne en matière de coopération internationale. Et ce qui a changé fondamentalement, c'est que maintenant, au lieu d'être financé sur des fonds extra-budgétaires, ce nouvel instrument de coopération est financé directement par le budget de l'Union européenne. Donc c'est un petit peu technique, mais ça veut dire aussi que ça implique des changements dans certaines modalités de gestion, notamment les dates limites de mise en œuvre ou la forme de gestion des fonds. La réunion du comité de pilotage s'est tenue ce jour à Anjanarivo. La caravane de la santé retrouve Nifa Salaman est partie tôt ce matin pour rejoindre la RN1, la RN4 et la RN6, une activité conjointe de l'association FITI dirigée par l'épouse du président de la République, Mial Razuel, et le ministère de la Santé publique avec ses partenaires. Tous les soins de santé seront gratuits dans les lieux où la caravane de la santé passera. Les détails avec Rad Ramanazatouf. Le départ de la caravane de la santé, Jodroud Nifa Salaman, a eu lieu ce matin à l'hôpital Ashira pour rejoindre la route nationale 1 et la route nationale 4. Pour la RN4, cette caravane passera à Kasbe, Maïvatanan, Mampkoun et par Berger, tandis que pour la RN1, elle passera par Imirtiatousk, Analavour et Trouanmadid. Divers soins de santé seront offerts à la population lors de cette caravane de la santé organisée par l'association FITI, dirigée par l'épouse du président de la République, Mial Razuel, et le ministère de la Santé publique avec les partenaires. Ainsi, il y aura des bilans de santé, divers dépistages comme le dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle, du VIH et de la malnutrition. Les soins dentaires et hépatiques, les prothèses dentaires, les vaccinations, les consultations pour la santé maternelle et infantile, le planning familial, le dépistage du cancer du sein et du cancer de col de l'utérus font également partie des services proposés. Parallèlement à la caravane de la santé, une campagne de sensibilisation contre la violence sera également effectuée. À noter que tous ces soins de santé répertoriés sont gratuits. L'objectif étant de faire bénéficier à la population des soins de santé de qualité et gratuits, a déclaré le ministre de la Santé publique. Le domaine de la santé est une priorité pour le gouvernement, a déclaré le ministre de tutelle lors du passage de la caravane de la santé à Imirtiatousk. Tous ont donc été priorisés, qu'il s'agisse d'infrastructures, d'équipements ou de recrutement d'agents de santé pour les centres de santé.
Plus de 400 000 personnes ont déjà bénéficié de soins de santé gratuits depuis le commencement de cette caravane de la santé. Elle se poursuivra et visitera d'autres districts à travers l'île. Le ministère de la Santé publique a également remercié et encouragé tous les agents de santé pour l'accomplissement de leurs tâches. En tourisme, le nombre de touristes visitant la Haute-Ville va considérablement augmenter après l'ouverture du palais de Manzakamiad dimanche, selon les prévisions des guides touristiques. Actuellement, environ 1000 touristes viennent chaque jour visiter les hautes terres de Tana. Pour commencer la semaine du tourisme, les acteurs touristiques ont décidé de nettoyer les environs du palais de Madagascar, une action dirigée par le ministre Joël Radjiamadjant dans le cadre du Cleaning Day. Fadjissana Mireille et Yves Chanel. La Haute-Ville est l'un des sites de la région Analamang le plus visité par les touristes, que ce soit des touristes étrangers ou des touristes malagasy. Chaque jour, environ 1000 personnes viennent la visiter et 37 guides touristiques y travaillent. Il est estimé que cet effectif a augmenté après l'ouverture officielle du palais de Madagascar qui se tiendra dimanche prochain. Les 5 circuits touristiques qui existent autour du palais de Manzakamiad. Tous les opérateurs touristiques, tous les groupements, en tout cas la majorité, ont répondu présent en association bien sûr avec la commune urbaine d'Antananarive où tous les chefs Fouktan de la Haute-Ville, avec toutes les, je dirais, qui s'occupent de la sécurité, que ce soit la gendarmerie ou la police de la Haute-Ville, ont donc donné main forte pour que cette manifestation aujourd'hui soit une réussite, comme nous le savons tous, que le palais de Manzakamiad va s'ouvrir au grand public à partir de ce dimanche. Donc c'était la raison pour laquelle nous avons choisi cet endroit pour ce grand nettoyage, je dirais, ou le Tanamar, on le dit aussi assez souvent. Les compétences des guides ont été renforcées pour améliorer la qualité des offres touristiques à Madagascar. De plus, le nettoyage de la Haute-Ville, notamment des environs du palais, a eu lieu ce jour dans le cadre du Cleaning Day organisé par le ministre de tutelle. Si on a parlé de semaine du tourisme, c'est parce qu'il y a effectivement plusieurs activités dans effectivement ce Tourism Cleaning Day, mais il y a aussi donc la formation de tous les guides locaux qui travaillent donc sur la Haute-Ville, que nous avons donc donné une formation. Il y aura aussi donc bien sûr l'arrivée, qui sont déjà d'ailleurs à Madagascar, d'une cinquantaine de tour opérateurs émetteurs qui est représentant dans plus d'une vingtaine de pays dans le monde, qui sont présents à Madagascar pour découvrir bien sûr la destination Madagascar et en même temps pour participer au salon du tourisme ITM à partir de ce jeudi. L'ITM, ou le Salon international du tourisme, qui débutera jeudi prochain au CCIVAT, est l'un des grands événements qui vise à promouvoir le secteur du tourisme à Madagascar. Ensuite, 9 tours opérateurs touristiques sont venus à Antirane ce lundi pour vendre Madagascar en termes de tourisme et le Duc Tour qui fait aussi partie de la promotion du tourisme à Madagascar. Reportage. 9 tours opérateurs touristiques étrangers venus de France, de Hongrie, d'Iran et de Slovaquie ont débarqué hier à Antirane. L'Éduc Tour est une politique mise en place par le ministère du Tourisme pour relancer et promouvoir le monde du tourisme à Madagascar. L'arrivée de touristes dans notre pays contribue également à la protection de l'environnement, selon Maatoun Jaralema Élysée, directeur régional du tourisme dans la région d'Iana. Après que ces tours opérateurs aient fini de visiter la ville d'Antirane, une rencontre va avoir lieu entre eux et les opérateurs touristiques locaux pour mettre en place des stratégies efficaces afin de vendre Antirane sur le marché du tourisme. Et 200 jeunes de 18 à 40 ans bénéficieront du projet présidentiel Titre Vert pour la promotion du secteur agricole dans les zones rurales dans la région de Sofia. Le district d'Analalav a été choisi pour réaliser le projet, a déclaré le gouverneur de la région Sofia lors de l'annonce officielle de ce projet. Les détails avec Jean-Claude Adjiamalal. La région de Sofia fait partie des régions qui bénéficieront du projet présidentiel Titre Vert. Le projet sera mis en œuvre sur une superficie de 400 hectares dans la commune de Marvatulene, district d'Analalav, et se concentre plus sur le secteur de l'élevage et de l'agriculture. Ce sont les jeunes qui en bénéficieront.
Pour la région de Sofia, les dossiers de candidature sont à remettre auprès du service de l'agriculture et de l'élevage de chaque district jusqu'au 23 juin 2023. Toutefois, seuls les jeunes répondant aux critères peuvent bénéficier de ce projet. Le gouvernement prendra en charge tous les frais de lancement du projet, tels que l'octroi de semences, de bétail, des équipements nécessaires à l'accomplissement des travaux, ainsi que le traitement des documents fonciers. L'ouverture de ce projet a été officiellement annoncée dans la capitale de la région Sofia le dimanche dernier et les jeunes intéressés par ce projet peuvent déjà remettre leurs documents auprès du service agriculture et élevage du district. Nous recevons aujourd'hui sur le plateau un invité pour parler d'une campagne de réveil. Pasteur André, président de Impact sans frontières avec nous. Bonsoir. Bonsoir Ruby, bonsoir à tous. Et soyez le bienvenu. Oui, soyez le bienvenu sur le plateau Merci, de Viva Événement. merci. Et vous êtes l'organisateur de cette campagne de réveil. Oui. Et vous venez tout justement de vous présenter. Alors, parlez-nous de cette campagne. Alors déjà, Impact sans frontières est une organisation chrétienne internationale qui a pour but de faire connaître l'évangile de Christ à tous les peuples. Et cette semaine, nous sommes ici à Madagascar parce que Dieu a conduit nos pas ici dans ce beau pays. Nous avons donc un événement qui sera exceptionnel pour toute la population de Tananarive. Le thème de l'événement s'intitule « Sur toi, sa gloire apparaît ». Impact sans frontières est sous le leadership de l'apôtre Ivan Castanou, qui est donc le visionnaire et qui sera l'orateur principal de cet événement qui s'articule en plusieurs axes entre demain et samedi. Alors, quels en sont ces actes et où se déroulent-ils? Alors, le premier axe, c'est que cet événement aura donc l'opportunité de convier toute la jeunesse de Tananarive. Tous les jeunes sont conviés demain à partir de 14h à l'église Sévam au Palais des Louanges. Nous aurons également le jeudi matin à partir de 7h au Coliseum une consultation médicale qui sera offerte, que nous appelons une foire médicale. Nous sommes venus avec une délégation de plus de 200 missionnaires qui viennent des 4 coins du monde avec des professionnels de santé qui se feront un plaisir de recevoir la population de Tana qui a des difficultés pour consulter en médecine. Nous aurons également le vendredi matin, nous voulons faire du bien à toute la population comme Jésus a fait. Il est écrit que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Nous avons fortement à cœur de faire le bien à nos différents frères et sœurs de la population donc, de Tana. Vous êtes attendus de 7h à midi afin que nous puissions vous offrir des produits alimentaires, des produits vestimentaires, des produits d'hygiène. Et je tiens à préciser que cette partie de l'événement est vraiment dédiée à tous ceux et celles qui ont de grandes difficultés afin de pourvoir à leurs besoins alimentaires, à leurs besoins vestimentaires et besoins d'hygiène. Et enfin, nous aurons donc également à partir de jeudi des temps spéciaux de plénière de 14h à 17h au Coliseum. Ce sera des moments où nous allons passer des excellents temps dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, et nous allons expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et tout le monde est donc attendu à cet événement à partir de demain jusqu'à samedi 17h par la grâce de Dieu. Alors j'espère que tout était clair concernant ces actes. Un dernier message pour résumer les activités et aussi pour inviter les gens à venir assister à ces campagnes. Alors, si j'ai un dernier message à donner, c'est que nous constatons que depuis le début de l'année, il y a vraiment un souffle divin qui est en train de préparer un grand réveil sur tout le pays. Et cette semaine, Dieu a décidé que la population expérimente une dynamique, une dimension de réveil
comme jamais auparavant. Nous venons simplement comme des renforts parce que Dieu a déjà envoyé plusieurs hommes de Dieu ici et nous sommes comme des renforts, comme des pierres vivantes qui contribuent à l'édifice que Dieu est en train de construire. Alors s'il te plaît, peuple de Dieu, s'il vous plaît, chers hommes, chères femmes, chers jeunes, ne vous laissez pas raconter ce qui se passera. Soyons tous acteurs et actrices de cet événement. Alors rendez-vous dès demain pour les jeunes à 14h et pour les autres, nous vous attendons vivement dès demain jusqu'à samedi aux horaires que nous venons de vous indiquer. Merci à vous et que Dieu vous garde. Au revoir. Eh bien, merci beaucoup, Merci Pasteur Obi. André, Merci. de nous avoir présenté et merci à la cette télévision campagne. Viva qui m'a invité et que Dieu vous garde également. Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir. À bientôt. Ny Impact sans frontières dia manolotra ho anao fotoan-dehibe ho an'ny fifoazan'ny Madagasikara. Ny alakamisy fa 5 ka hatramin'ny sabotsy fa 7 ny volana jiona etsy amin'ny kianja Coliseum Antsonjombe Antananarivo. Isy fampiorenana, fampianarana, fanovana toe-tsaina izay iarahana amin'ny pasteur Ivan Castano. Iarahana ihany koa amin'ireo mpanakanto manana ny lazany manokana eo amin'ny sehitry ny fiderana toa ny Jaws Band, Pepe Shine, Joseph Daf. Isika rehetra iray foan'ny Madagasikara. Fiankofana, fifoazana, fiderana, tsy misy vidibidirana. Et le journal continue. L'intronisation de Monseigneur Jean de Dieu Wilson sera effectuée le 30 juillet prochain, a indiqué le vicaire général du diocèse d'Antananarivo. Et le 9 juillet, les fidèles du diocèse d'Antananarivo se réuniront à Souamadjakzai pour une cérémonie d'adieu et pour bénir l'archevêque d'Antananarivo, Monseigneur Odon Marie-Arsène Razanakoul, qui va prendre sa retraite comme archevêque d'Antananarivo. Les détails avec Sech Hadji Anasi. Une toute nouvelle page et une nouvelle histoire seront ouvertes par le diocèse d'Antananarivo à partir du dimanche 30 juillet. À cette occasion, Monseigneur Jean de Dieu Wilson sera intronisé comme nouvel archevêque du diocèse d'Antananarivo, selon l'annonce faite par le vicaire général du diocèse d'Antananarivo ce dimanche, lors de la célébration du Saint-Sacrement. Le 22 juillet, Monseigneur Jean de Dieu Wilson sera accueilli solennellement à l'archidiocèse d'Antananarivo. Avant cela, le 9 juillet, tous les fidèles catholiques du diocèse d'Antananarivo se retrouveront à Souamadjakzai pour un au revoir à Monseigneur Odon Marie-Arsène Razanakoul du fait qu'il a terminé son mandat d'archevêque dans l'archidiocèse d'Antananarivo. Odon Marie-Arsène Razanakoul qui a dû démissionner selon l'article 401 de la loi canonique qui stipule que l'évêque ou l'archevêque diocésain ayant atteint l'âge de 75 ans est prié de présenter sa démission au pape qui la lui accordera après avoir examiné toutes les circonstances. Par ailleurs, le 2 juillet, le père Jean-Nicolas Rakudzon, nommé évêque auxiliaire du diocèse de Morundave, fils du diocèse d'Antananarivo, sera béni à l'écart Masda François-Xavier Antanmen. Passons à présent dans un tout autre sujet. En plus de la couverture des besoins en électricité des 3 municipalités dans le district d'Amboïmassou, région d'Ambrun-Mani, 450 km² de bassins versants seront également irrigués suite à l'achèvement de la centrale hydroélectrique de Saatoun. L'existence de cette centrale contribue à l'amélioration des moyens de subsistance des agriculteurs et cela s'est déjà reflété dans la qualité de la production de riz selon l'association des agriculteurs locaux. De plus, ce projet a créé de nombreux emplois pour les jeunes, ce qui a eu pour conséquence de diminuer les cas d'insécurité. Les détails avec Anne Martina sur les images de Nzar Hadji Antsu. L'approvisionnement en électricité du district d'Amboïmassou a amélioré les conditions de vie de la population locale. En effet, les habitants se sont réjouis du changement que le projet a apporté dans leur quotidien. Nombreux sont les jeunes qui ont obtenu des emplois suite à l'achèvement de cette centrale. Un grand changement pour les 3 communes bénéficiaires, longtemps victimes de l'insécurité et désormais en bonne voie vers le développement durable. Le coût de l'électricité issue des énergies renouvelables est également attractif selon les consommateurs. Les habitants de Vuipous, par exemple, disent avoir déjà dépensé beaucoup d'argent en électricité dans le passé, mais maintenant, leur dépense est moindre, ont-ils déclaré. En plus de ces avantages, 450 km² de bassins versants ont également été irrigués.
ce qui devrait encore améliorer les moyens de subsistance de la population. Ainsi, le vélin numéro 2 du président de la République a été concrétisé dans le district d'Amboïmassou, prévoyant l'accès à l'énergie et à l'électricité pour tous. 60 foyers utilisent déjà cette électricité issue des énergies renouvelables dans les 3 communes déterminées à en bénéficier, à savoir Vouipous, Camp-Robin et Saatoun. L'infrastructure est encore capable d'en approvisionner plus de 600 ménages. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales cernées par les enquêtes, Donald Trump se retrouve mardi devant un tribunal dans le dossier le plus dangereux pour lui à ce stade. Le républicain est inculpé pour sa gestion négligente de secrets d'État après sa présidence. France 24. Son avion privé, Donald Trump débarque à Miami pour une comparution historique. Ce mardi, à la veille de son 77e anniversaire, il se présentera devant un tribunal fédéral, une première pour un ancien président américain. Accusé d'avoir conservé chez lui des centaines de documents confidentiels après son départ de la Maison-Blanche en janvier 2021, Donald Trump risque 10 ans de prison pour la rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale. Le milliardaire dénonce une chasse aux sorcières menée pour l'empêcher de reconquérir la Maison-Blanche en 2024. Des arguments largement repris par ses partisans venus manifester leur soutien avant sa comparution. Nous assistons à une persécution de Trump et derrière ce sont les républicains. Je ne connais personne sur cette planète qui ait été traqué et traité de la sorte en tant que président, en tant qu'individu. Tout ceci est basé sur un mensonge pour couvrir la véritable corruption de Biden. Devant le tribunal, les autorités ont renforcé la sécurité pour éviter tout débordement et se disent prêtes à gérer une foule de 50 000 personnes. Dans notre ville, nous croyons évidemment en la Constitution. Nous pensons que les individus doivent avoir le droit de s'exprimer. Mais nous tenons aussi à ce que l'ordre public soit respecté. Et nous espérons que la journée de mardi sera pacifique. L'acte d'accusation contre Donald Trump est accablant. Il détaille notamment comment par 2 fois, l'ex-président a montré des archives classifiées à ses invités lors d'une réception privée. Dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride, des documents du Pentagone et de la CIA contenant pour certains des secrets nucléaires étaient conservés dans sa salle de bain. Après sa comparution, le milliardaire partira pour le New Jersey où il prononcera une allocution depuis son club de golf. Ensuite, au Soudan, des bombardements et des tirs ont été rapportés lundi 12 juin pour les habitants de Khartoum. L'armée a notamment annoncé avoir conquis un pont stratégique liant les villes voisines de la capitale. Des combats intenses alors que ce week-end, la capitale a connu un calme relatif grâce à la mise en place d'un cessez-le-feu de 24 heures entre armée et forces de soutien rapide. France 24. Les combats ont repris dans Khartoum après un cessez-le-feu effectif entre samedi et dimanche, samedi 6h du matin jusqu'à dimanche 6h du matin. Pour la première fois, un cessez-le-feu négocié entre les forces de soutien rapide et l'armée soudanaise à Jeddah en Arabie Saoudite a effectivement été respecté sur le terrain. Alors pendant 24 heures, les habitants de Khartoum disaient qu'ils entendaient beaucoup moins de tirs. Il y avait certes des échanges de feu sporadiques, mais beaucoup moins qu'à l'accoutumée depuis le début des combats le 15 avril dernier. Ce qui a permis à une partie de la population de descendre dans la rue, d'aller chercher des provisions, d'aller chercher un petit peu d'eau. Beaucoup ont aussi tenté de fuir la capitale, ce qui est extrêmement difficile en temps normal, étant donné que les tirs et les bombardements continuent régulièrement dans la capitale. Mais voilà, dès que ce cessez-le-feu s'est achevé, dimanche à 6h du matin, les combats ont repris. Mes contacts dans la capitale me disent qu'ils entendent tous des tirs, des explosions, qu'il y a des échanges de feu nourris absolument partout dans Khartoum et dans les villes voisines de Omdurman et de Bari. Il y a eu des bombardements sur des quartiers d'habitation civile où les forces de soutien rapide tentent de se cacher. Au moins 8 civils ont été tués et beaucoup d'autres ont été blessés selon des médecins soudanais. Alors si les forces de soutien rapide se sont félicitées du fait que le cessez-le-feu ait bien été respecté au cours des 24 heures durant lesquelles il devait être mis en place, les États-Unis et l'Arabie Saoudite, qui sont les médiateurs à Jeddah dans cette crise, les encouragent à essayer de renouveler un tel cessez-le-feu, pourquoi pas sur une durée plus longue. Mais voilà, au cours des dernières semaines, jamais un cessez-le-feu long n'a été respecté. Alors beaucoup à Khartoum ont du mal à y croire et se disent que la guerre ne peut que continuer au cours des prochains jours.
Et pour clôturer cette édition, l'armée ukrainienne a repris lundi 3 villages supplémentaires dans le sud-est du pays, portant à 7 le nombre total de villages libérés depuis le lancement d'une contre-offensive la semaine dernière, a déclaré la ministre adjointe de la Défense. France 24. Village après village, les troupes ukrainiennes avancent et filment elles-mêmes leur reconquête du Donbass. Ici, la 35e brigade navale d'infanterie revendique la prise de la bourgade de Storojeve, où 50 soldats russes seraient tombés. Au début, l'ennemi a résisté, mais nous avons réussi à prendre l'initiative. Et progressivement, maison par maison, nous avons repris la ville. Les Russes s'enfuient en laissant tout derrière. C'est un terrible gâchis. Storojeve, une des 7 villes annoncées comme reconquises par Kiev dans la région de Donetsk, après les 3 récupérées ce week-end par les troupes ukrainiennes. Neskouchne, Blaodatne et Makarivka, les premières avancées territoriales ukrainiennes depuis plusieurs mois. Après avoir annoncé ce samedi l'amorce de la contre-offensive, le président Volodymyr Zelensky se félicite de ses premiers succès. Les combats sont difficiles, mais nous progressons. Et c'est très important. Les pertes de l'ennemi sont exactement ce dont nous avons besoin. Je remercie nos hommes pour chaque drapeau ukrainien qui reprend sa place dans les villages des territoires nouvellement libérés. De son côté, le ministère russe de la Défense a affirmé lundi que ses troupes ont repoussé les tentatives d'offensive ukrainienne dans les régions de Donetsk et de Zaporijjia et frappé des cibles avec des missiles lancés depuis la mer. Chers téléspectateurs, cette édition touche à son terme. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.